Alors cette semaine, on a eu droit au cocktail complet, géopolitique explosive, banque centrale qui joue à pile ou face, consommateurs américains en mode serrage de ceinture et le marché suisse qui déprime comme un lundi matin quand il pleut. Et pendant ce temps-là, Trump menace la planète toutes les 12 minutes, Powell fait de la méditation transcendantale et la BNS, elle joue au funambule. Bref, vous avez raté une semaine de folie, vous ne savez pas par quelle boule prendre, on se calme tout de suite. Je vous résume tout ça en à peu près 30 minutes. Je suis Thomas Veillet et c'est parti pour le Swiss Bliss du 21 juin 2025. Faites de la musique. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Il y a des semaines où il se passe rien, et puis il y a des semaines, comme celle qu'on vient de vivre, où il se passe vraiment de tout, voire peut-être même trop de choses. Heureusement que ça n'était pas la saison des chiffres trimestriels, sinon, en plus, il aurait fallu gérer ça. Tout a commencé donc avec ce que les diplomates appellent un regain de tension, et ce que le commun des mortels appelle plutôt un début d'embrasement au Moyen-Orient qui fout un petit peu les jetons. Israël frappe massivement l'Iran, l'Iran réplique et tout le monde retient son souffle pour ne pas que ça dégénère. Résultat, plus de 300 morts, il paraît, des frappes sur des installations sensibles, un détroit d'Ormuz qui commence à trembler et une planète qui fait semblant que tout va bien pour ne pas effrayer les marchés. Mais les marchés, eux, pour l'instant, ils sentent un peu le souffle quand même, même si officiellement la panique n'est pas à l'ordre du jour. Et les nerfs sont tendus et pour cause, si les États-Unis s'en mêlent, c'est tout le prix du pétrole qui part à la verticale. Sauf que l'Iran, c'est pas n'importe quel pays. 3 millions de barils par jour, une position stratégique sur les routes pétrolières mondiales et des voisins qui sont encore plus tendus et qui ont très peur que ça parte en vrille. Pour l'instant, Trump fait du Trump, il souffle le chaud, le froid, le tiède, puis l'humide, tout ça dans la même phrase. Il menace l'Iran, il dit qu'il va peut-être frapper, mais qu'il attend quand même 2 semaines pour décider, ce qui en langage financier se traduit par acheter des poutres sur tout ce qui bouge, mais pas trop vite parce qu'on sait jamais. Cette semaine, ceux qui avaient encore un doute ont bien compris qu'on peut surtout pas faire confiance à la parole d'un président américain qui est capable de changer d'avis comme de chemise à peu près toutes les 12 minutes, ce qui n'arrange rien à la tension et aux doutes globaux. Deuxième acte, les banques centrales ou l'art de rester zen en regardant le monde s'enflammer. Mercredi, on attendait la Fed. Mercredi, on a eu la Fed qui a rendu sa copie. Pas de changement sur les taux. On reste dans la fourchette 4,25, 4,50 et on attend. Powell nous ressort sa musique d'ascenseur. L'inflation est encore là, mais elle devrait se calmer. Les droits de douane pourraient faire grimper les prix, mais pas tout de suite. Bref, on avance les yeux bandés dans un champ de mine en espérant que ça passe et on ne parle plus qu'au conditionnel. Le détail qui fait tiquer, les projections économiques sont quand même super moches. Croissance US pour 2025 a baissé à 1,4%, inflation prévue à 3% pour Noël alors que la cible est toujours à 2%, et surtout, moins de baisse des taux prévus pour 2026 et 2027. Mais quand on sait qu'ils savent même pas ce qu'ils vont faire en 2025, autant vous dire que 2026-2027 c'est un autre siècle. Sans compter que pour l'instant la visibilité est nulle, merci les droits de douane, donc la baisse des taux partie avec champagne, caviar et crédit à gogo, c'est pas pour la semaine prochaine. Et puis alors bien sûr, il y a toujours Trump qui pousse Powell pour qu'il baisse les taux plus vite, sans BP immédiatement, et à la fin de la semaine, le chef de l'État demandait même 2,5% de baisse. Powell, lui, s'est contenté de lever les yeux au ciel en disant « Ouais, on verra ». Et pendant que la Fed médite, la BNS, elle est passée à l'action. Nouveau round d'assouplissement, vous l'avez vu, taux directeur a baissé à 0%. Eh oui, 0%. On frôle le territoire des taux négatifs, mais Schlegel s'est retenu. La BNS dit qu'elle ne veut pas perturber les marchés avec des taux trop bas et que les effets secondaires des taux négatifs sont connus et souvent déprimants. Donc, elle temporise. Elle veut surtout pas fâcher les Américains. Mais entre la force du franc, les droits de douane américains et la faiblesse des exportations, l'économie suisse commence à sentir un espèce de courant d'air dans la nuque et même si le patron de la BNS ne veut pas aller en taux négatif, il ne peut pas non plus l'exclure. Troisième acte, le consommateur américain fait la gueule. Et là, c'est du sérieux, parce que les ventes au détail aux États-Unis ont reculé de 0,9% en mai, bien plus que prévu, et pas sur les gadgets ou les noix de cajou, non, sur les voitures, le bâtiment et la bouffe. Bref, les fondamentaux, les trucs dont on peut pas vraiment se passer. L'américain moyen commence à regarder les prix, puis il se dit, tiens, si j'arrêtais d'acheter des conneries, et vu que la conso c'est 70% du PIB américain,
le moteur de l'économie, comme on dit, quand le Joe American arrête de consommer, c'est toute l'économie qui chope le Covid. Alors pourquoi cette panne? Sur le papier, c'est assez simple. Incertitude géopolitique, guerre commerciale, inflation, peur de l'avenir. Bref, le combo parfait pour détruire la confiance des ménages américains. Et le résultat est visible. Les marchés digèrent mal la nouvelle, les actions baissotent, les rendements se détendent et on se raccroche à des espoirs d'une baisse des taux en juillet. Enfin, ces espoirs, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas écouté ce qu'a dit la Fed et qui se disent que l'inflation est sous contrôle. Si, il reste des gens qui pensent ça. Quatrième acte, c'est le SMI qui fait du base jump, mais sans parachute cette semaine. 4 séances de baisse consécutives, un passage sous les 11 900 points et une ambiance aussi joyeuse qu'une réunion de compliance dans une banque. Les poids lourds suisses sont dans le rouge, Nestlé plombé par le départ de Paul Bulk, bien que ce soit pas une immense surprise, Roche qui ralentit à cause d'arrêts d'essais cliniques, UBS victime d'un gigantesque vol de données sur 130 000 employés, et puis le luxe trinque aussi, Swatch, Richemont, tous frappés par la baisse des exportations horlogères vers les States, victime collatérale des droits de douane américains et de la Chine qui ne veut pas repartir et qui ne repartira pas de sitôt selon certains et de la Chine qui ne veut pas repartir et qui ne repartira pas de sitôt selon certains analystes. Même les constructeurs d'ascenseurs ou d'équipements électriques n'échappent pas à la purge avec des recommandations revues à la baisse sur Schindler ou ABB. Seul rayon de soleil, Holcim qui prépare sa cotation américaine avec Amrize et Sando qui résiste plutôt pas mal et quelques rebonds techniques ici et là, mais rien de solide, c'est du soulagement provisoire, pas du rebond fondamental. Et cinquième acte, la guerre ou la négociation. Vendredi, on a basculé dans un autre film puisque Donald Trump annonce qu'il temporise, 2 semaines de répit, la bourse souffle, Wall Street repart un petit peu, les marchés européens aussi et le pétrole se détend légèrement. Des pourparlers commencent à Genève entre l'Iran et l'Europe, l'or reste stable, le franc suisse aussi, bref, le marché se dit et si finalement on s'en sortait pas trop mal? Et si finalement les Américains ne se mêlaient pas de la guerre avec l'Iran malgré les immenses appels du pied de Netanyahou? Malgré les immenses appels du pied de Netanyahou. Mais attention, personne n'est dupe, on sent que cette accalmie, c'est le calme avant la tempête, Trump reste imprévisible, les missiles peuvent repartir à tout moment et la Fed est coincée entre une inflation qui grimpe et une croissance qui s'éteint. Et puis le mot stagflation qu'on n'aime pas trop prononcer, surtout quand on se souvient de ce qu'avait dû faire Paul Volcker pour la réduire en bouillie à l'époque, au début des années 80. Alors oui, ce que vous voyez sur le chart sous vos yeux là tout de suite, et c'est les taux directeurs qui sont tout près des 20%. Personne n'a envie de voir ça ou de revoir ça pour certains. En conclusion, on a frôlé l'embrasement géopolitique, sans explosion pour l'instant, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Les banques centrales avancent sur des œufs pendant que la Fed reste immobile et espère que ça va bien se passer. Le consommateur américain commence à flancher et ça, c'est un signal majeur, même si tout le monde s'en fout et que personne n'en parle trop parce que c'est masqué par les gesticulations de Trump et l'immobilisme de Powell. Les marchés suisses trinquent et dépriment, victimes collatérales du contexte global, et Trump dicte le tempo entre menaces de guerre et pression sur la Fed. Les marchés en 2025, c'est assez simple. Vous imaginez un cocktail explosif qui est agité par un type qui tweet toutes les 2 minutes en regardant Fox News et qui déteste Jérôme Powell. C'est ça, la réalité du monde merveilleux de la finance en juin 2025. Alors si on regarde les performances globales de la semaine, vous voyez que le pétrole est quand même en hausse de 3,58% sur la semaine. Le SOX s'en sort pas mal avec 1,94% sur la semaine. Le Dow Jones des transports est légèrement en hausse, le Nasdaq aussi. Le Dow Jones est en hausse de 0,02% et puis le S&P 500 est en baisse de 0,15%. Comme vous le voyez, on hésite. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour ça. La Chine recule de 0,5% sur la semaine. Le DAX baissote de 0,7%. Le CAC recule de 24%. Ça, c'est à cause du luxe, entre autres. La panique sur le côté que les Chinois consommeront plus jamais de luxe. Le Bitcoin est en baisse et le SMI qui remporte la palme du plus gros, plutôt de la moins bonne performance de la semaine avec un 2% de baisse sur le SMI. On est en grosse dépression à cause du franc fort, à cause des taux à zéro, à cause de la BNS qui sait plus trop comment faire pour essayer de relancer une autre belle économie. Si on regarde la liste des titres du SMI sur la semaine, donc c'est la 3e colonne depuis la gauche, et bien vous voyez que Swiss Life termine en hausse de 1,20 en étant en tête de liste avec Sika qui suit derrière, et puis de l'autre côté, Kuehne+Nagel qui se prend 6% dans les dents sans aucune news spéciale, UBS qui abandonne 4,52%, Roche qui perd 3,86%, Nestlé moins 3,22%, Sonova qui perd 3,15%, Novartis qui perd 2,34%, donc comme vous savez, la vieille citation ou la réaction classique, quand vous avez Novartis qui perd 2,34%, quand vous avez Nestlé qui perd 3,22%, quand vous avez Roche qui perd 3,86%, comment est-ce que vous voulez que le SMI termine dans le vert?
On passe à l'aspect technique des choses. Alors on va pas se mentir, ce qui est en train de se passer sur le SMI, c'est pas très beau pour ne pas dire carrément dégueulasse. S'il y a des tensions qui repartent dans le monde entier la semaine prochaine et que les marchés sont un peu sur faiblesse ou sous pression, ça va être très très compliqué. Vous verrez que Jérôme Powell va parler 2 fois la semaine prochaine. En fonction de ce qu'il va dire, ça peut secouer encore. Et donc vu la configuration du SMI aujourd'hui, vous avez notre range ici qui a littéralement cédé. On le voit très bien ici, on est clairement en dessous. On est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, tout a cassé, et on a des gaps qui sont ouverts ici, et qui sont ouverts là. Donc je vous laisse imaginer que potentiellement, techniquement, pour les férus d'analyse technique, on pourrait revenir jusqu'à 11 250, 11 300 en allant combler ce gap. Ce qui serait peut-être une bonne chose sur le long terme, parce qu'on n'aime pas laisser des gaps ouverts. Mais voilà, le SMI, c'est pas beau pour l'instant. Donc il sera vraiment tributaire du reste du marché pour voir si on arrive quelque part à réinverser cette tendance qui a l'air quand même de toucher le fond. Mais en tous les cas, il y a un premier step à 11 600 qu'on peut imaginer. Et puis le pire du pire nous emmènerait à aller en 11 250 sur la Suisse. Le S&P 500, vous voyez qu'on est sorti de nos tendances haussières dans laquelle on avait dessiné ces derniers temps. Donc on est en phase, on va dire, de consolidation. On est toujours très proche des plus hauts historiques, mais on voit que c'est en train de tourner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner à 5827, tester la moyenne mobile des 200 jours. C'est ce qu'on est capable de faire. On l'a déjà fait récemment ici. Donc, attention, on sent que les marchés sont un petit peu fatigués, que les catalystes haussiers manquent. On n'a pas des tonnes de chiffres économiques qui vont nous tomber dessus. On aura le PCE en fin de semaine. Pas sûr que ça nous aide à remonter beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de publications qui sont prévues dans l'immédiat. Il va falloir encore attendre début juillet pour que les choses se décantent un petit peu au niveau des trimestriels. Mais là, on s'en foutra parce qu'on est en vacances. Le Nasdaq, regardez le Nasdaq, même type de configuration. On voit qu'on est en train d'arriver dans une zone délicate. On a nos records historiques ici. Et là, en gros, si vous alignez cette ligne-là, vous avez quand même 3 rejets. 1, 2 et 3. Donc c'est ce qu'on appelle un triple top. Donc je vous laisse imaginer où est-ce qu'on peut aller si les choses venaient à se gâter ces prochains temps. On a des gaps qui sont aussi ouverts partout dessus. Bien sûr, le comportement du marché a justifié ça. Mais par contre, on pourra revenir. Évidemment que pour aller chercher ces niveaux bas, il va falloir un choc exogène, quelque chose d'important qui fasse paniquer le marché. Et là, dans l'immédiat, la seule chose qui pourrait faire paniquer le marché, c'est le pétrole qui explose parce que les Américains entrent en guerre avec l'Iran. Ça tient toujours au niveau de la tech. Le semi-conducteur, on l'a vu, termine relativement bien la semaine. On est toujours dans notre range, donc ça, c'est bien. Attention, là aussi, on va venir sur des zones de résistance à 5400 sur le SOX. Ça aussi, ça pourrait montrer des signes d'affaiblissement si on n'arrive pas à casser. Mais franchement, je me pose, quand je vois les indicateurs techniques, je me pose vraiment qu'est-ce qui pourrait être le catalyse suffisant pour nous faire casser et aller chercher le plus haut sur le SOX, surtout en l'absence de chiffres trimestriels. Le DAX, on est revenu tester la moyenne mobile des 50 jours, ça se passe de commentaires, on est revenu sur les bas de nouveau. Alors est-ce que le DAX est capable de nous faire quelque chose et de repartir de nouveau à la hausse? Il avait l'air de vouloir le faire en tout cas en fin de semaine. Bien évidemment, avec l'environnement actuel, tout peut arriver sur le DAX, mais en tout cas pour l'instant, techniquement, ça a l'air d'être un petit peu moins moche. On tente la consolidation. C'est dommage qu'on n'ait juste pas été chercher ce gap-là, sans parler de celui-ci ou de celui-là. Mais enfin, pour l'instant, on a là aussi du potentiel de baisse, mais on a l'impression que le DAX fait de la résistance et fait partie de ces indices qui ne veulent pas baisser. Et ça, on le sait depuis le début de l'année. Même chose en France. On est en train de tester les moyennes mobiles des 200 jours et des 50 jours qui sont plus ou moins au même niveau. Vous le voyez ici. Bien évidemment que la France, je vous l'ai dit tout à l'heure, la problématique, on a des gaps aussi en dessous, mais la problématique ici, c'est que LVMH pèse beaucoup trop lourd dans l'indice et va continuer à mettre la pression tant qu'on n'a pas d'amélioration du côté chinois. Tiens d'ailleurs, regardez la Chine, ça c'est l'indice CSI 300, quand même c'est plus chiant, difficile. On est en train de tester la moyenne mobile de 100 jours, mais ça ne ressemble absolument à rien, on va nulle part et c'est extrêmement boring. On attend de voir ce qui va se passer sur la Chine pour que ça se réveille éventuellement un jour. L'or qui n'arrive pas à casser les plus hauts, mais qui se tient toujours au plus haut quasiment de tous les temps. On a 3371 sur l'or. Il va falloir qu'on ait cassé ces 3450 pour espérer avoir des nouveaux plus hauts. Mais malgré tout, malgré l'environnement, malgré le stress des marchés, on a l'impression que les gens n'ont plus envie de revenir sur l'or pour l'instant. Et puis alors la star du moment, évidemment, c'est le pétrole. Vous voyez, donc ça va dans tous les sens. En fonction des tweets de Monsieur Trump, eh bien ça va, ça vient. Donc on a vu la semaine dernière avec ce renversement qu'on avait marqué le pas. Pour l'instant, eh bien ça consolide à haute altitude, même si c'est très volatile. Vous voyez qu'on a des journées où on passe avec des extrêmes bas à 69,38 et des extrêmes hauts à 77,49.
Et puis là, vendredi dernier, on termine la semaine avec des bas à 72,32 et des hauts à 75,74. Donc comme vous le voyez, c'est quand même assez violent comme variation. La bonne nouvelle, c'est que les indicateurs techniques montrent qu'on est un petit peu suracheté pour l'instant. Toute la suite des événements, à savoir si on va casser à la hausse ou bien revenir à des niveaux plus corrects, qu'on dira autour de la moyenne mobile des 50 jours, autour des 63 $, eh bien, dépendra bien évidemment de ce que M. Trump va tweeter dans les 2 prochaines semaines. Il n'y a pas d'autre réflexion à faire, il n'y a pas de points techniques à chercher, il n'y a pas de fondamentaux à regarder. Si les Américains rentrent en guerre et tapent très fort, le pétrole va monter dans un premier temps au-dessus des 80. Et après, vous avez tous les avis qui sont dans la nature, puisque vous avez JP Morgan qui parle de 120 et vous en avez même d'autres qui parlent de 150 $. Alors, des charts que je vous montre pas tout le temps, jamais, quasiment. Ça, c'est le chart de l'ETF Rounded Magnificent 7. Comme son nom l'indique, ben, c'est les 7 Magnificent 7 qui sont dedans. Vous voyez que on a bien rebondi après l'histoire du Liberation Day ici. Et puis là, on est toujours dans une tendance haussière, ce qui est plutôt encourageant, mais on sent aussi que ça pédale dans la semoule et que c'est plus difficile depuis quelques temps. Attention à l'évolution de cet indice-là, enfin cet ETF-là. Et si on venait à repasser en dessous des 50 $, ça voudrait dire quand même qu'il y a un affaiblissement global. Et quand vous avez ces 7 titres-là qui cassent à la baisse, ça met quand même de la pression sur les marchés. Ça, c'est le Global X Robotics Artificial ETF. Là aussi, hein, vous voyez que là, on est topiche. On a buté pendant pas mal de temps sur la moyenne mobile des 200 jours. On s'y a accroché. Et puis finalement, en fin de semaine dernière, on lâche. Attention, quand même, bon, il y avait l'effet peut-être triple witching qui a mis un peu la pression, mais attention parce que c'est toute la thématique qui a tenu le marché et qui a tiré le marché et qui est en danger sur cet indice. Le symbole, c'est BOTZ à surveiller quand même. Et puis, ça, c'est le Global Artificial Intelligence Index et technologie. Donc là, vous avez un peu de tout dedans. La plus grosse position, c'est pas du Nvidia, hein, mais c'est de la tech à l'intérieur. Mais regardez là aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce mélange des deux en train de nous faire un magnifique double top sur cet ETF, donc sur ce secteur. Donc là aussi, n'oubliez pas que c'est quand même tout ce qui nous a tiré ces derniers temps. Et si on fait un double top, si c'est un double top, on est bien d'accord, on sait tous ce que valent ces théories techniques, mais si c'est un double top, ça veut dire qu'on retourne ici au plus bas de ces prochains temps. Alors, enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, mais quand même, c'est des choses qui montrent un peu une certaine faiblesse à l'intérieur du marché. On arrive au chapitre des vedettes de la semaine. Alors, il n'y a pas de gros trucs cette semaine, si ce n'est Roche. Hein. Roche, les mauvaises nouvelles. Roche, les mauvaises nouvelles prennent le dessus. Sale ambiance du côté du laboratoire Balois. Roche a décidé d'arrêter le traitement des patients atteints de myopathe du chêne et non ambulatoire avec la thérapie générique Elevidys après le décès de 2 adolescents. Le produit développé avec Sarepta Therapeutics, on en a parlé cette semaine, voit son avenir qui est clairement compromis et Sarepta s'est donc effondré de plus de 40% en bourse. Rien que ça, donc ça pèse quand même pas mal sur Roche. Et puis autre coup dur, l'étude de phase 3 sur le Venlexta, développé avec ABBV pour la leucémie, n'a pas atteint son objectif principal de survie, pas d'impact sur les indications déjà approuvées, mais ça compromet sérieusement toute extension future du traitement. Heureusement, tout n'est pas si noir non plus. Roche fait passer son traitement expérimental prasinezumab en phase 3 pour la maladie de Parkinson à un stade précoce, après des signaux encourageants en phase 2. Le projet est mené avec Protena, qui touchera à des redevances à 2 chiffres si le produit arrive jusqu'au produit marché. Mais bon, on va pas se mentir, cette semaine, on a surtout retenu ce qui n'allait pas chez Roche. Vous voyez le graphique de Roche. Donc là aussi, on est revenu tester la moyenne mobile des 50 jours. On n'y arrive pas pour l'instant. Hein. Chaque fois qu'il y a une embellie sur le bon Roche, on s'en prend une derrière. Techniquement, on a cassé la tendance haussière qu'on avait mis en place, c'est pas beau. Techniquement, on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, c'est pas beau non plus, on voit ici. Et pour l'instant, le seul truc qui rassure, c'est un petit peu, c'est que les indicateurs sont quand même en zone survendue. Donc quelque part, on a l'air de vouloir consolider dans cette zone, mais c'est extrêmement pesant parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, chez Roche, toutes les bonnes nouvelles ne passent pas, mais toutes les mauvaises, on se les prend en pleine face. Chez UBS aussi, hein, l'ambiance était plutôt morose. Morgan Stanley a downgradé la banque à underweight, a baissé son objectif à 26 francs suisses, en cause les nouvelles prescriptions du Conseil fédéral qui risquent de continuer à plomber la performance du titre, on connaît l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, UBS a été victime d'un vol massif de données révélé par le temps, 130 000 employés touchés, y compris le numéro direct du patron, Sergio Hermotti, qui est désormais en libre service sur le dark web. Donc si jamais quelqu'un l'a déjà récupéré, envoyez-le moi,
Ça me ferait toujours plaisir de lui envoyer des WhatsApp de temps en temps. Et pour couronner le tout, eh bien, la BNS a rappelé dans son rapport annuel que si UBS respecte les normes de fonds propres pour les banques systémiques, elle restera vulnérable à des dépréciations importantes sur ses participations à elle. On a effectivement connu des semaines un peu plus joyeuses sur la banque aux 3 clés. Le chart parle de lui-même, on n'a fait que de baisser. On est de retour. Alors, tout à l'heure, on disait que Morgan Stanley avait un target à 26. Eh ben, c'est fait. C'est atteint. Un target 26, c'est fait. On est même en dessous. Donc, du coup, eh bien, c'est plutôt un buy. Non, alors effectivement, là aussi, UBS, on a laissé un trou dans le chart lors du rebond du Liberation Day. Donc, on peut éventuellement redescendre à 23. Perso, je me suis juré de plus jamais acheter de banque. Mais c'est vrai que si on devait revenir sur les 23,5, 23 et quart, ça serait assez tentant de se repositionner tout de même là-dessus, parce que même si il y a 2-3 petits problèmes à cause du Conseil fédéral, je pense quand même que sur le moyen long terme, ça devient à des tarifs qui sont relativement bon marché. Puis c'est quand même eux qui m'ont formé à l'époque. Du côté de Nestlé, rien de dramatique, mais pas de quoi ouvrir le champagne non plus. Le géant de Vevey a confirmé le départ de Paul Bulck, président du conseil d'administration en avril 2026. C'est Pablo Isla, déjà membre du board depuis 2018, qui devrait lui succéder. Donc une transition en douceur attendue, assez logique. Mais malgré tout, le titre reste mal en point techniquement, preuve que même les annonces sans surprise peuvent suffire à faire grimacer les investisseurs quand le marché n'a pas le moral, et c'est ce qu'on a vécu cette semaine. Voilà, vous voyez le graphique. Alors, problème, on est sur une zone hyper intéressante sur Nestlé, c'est qu'en fait, on est revenu vraiment sur ces zones où à chaque fois on est reparti. Vous voyez là, rebond. Donc ça se passe de commentaires. C'est plutôt positif pour se positionner à l'achat maintenant sur Nestlé. Mais il y a un risque, c'est qu'on a laissé là aussi un gap là derrière. Donc là, on pourrait revenir. En perso, je l'imaginais assez mal revenir en dessous des 81. Nestlé, c'est un peu un niveau qui m'inquiète un petit peu. On va lui donner le bénéfice du doute jusqu'à 78,5. Et si on va en dessous, franchement, ça serait vraiment très très moche. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que la restructuration est toujours en cours pour l'instant et que finalement on baisse pour des raisons qui sont peut-être pas forcément très représentatives. On a eu beaucoup de mauvaise presse avec l'histoire de l'eau en France, mais quand on regarde combien ça leur coûte, franchement, eh bien ça n'a absolument aucun impact sur le chiffre d'affaires de Nestlé. Donc je pense que c'est un petit peu exagéré quand même du point de vue strictement un chiffre d'affaires. Du point de vue image, je ne conteste pas la chose, bien sûr. Chez Sika, enfin une boîte qui avance malgré la tempête. Sika, le groupe zurichois, a annoncé 3 nouveaux investissements industriels en Chine, à Suzhou, pour moderniser son site de polyuréthane, au Brésil pour produire des adjuvants et au Maroc avec une toute nouvelle usine pour desservir l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Pour desservir l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, une stratégie locale pour local, pensée pour renforcer la présence régionale, comme ils le disent, la réactivité et soutenir une croissance durable et ciblée, pendant que certains bricolent des rustines. Sika construit des fondations solides pour le long terme. Alors malgré ça, c'est pas l'euphorie sur le graphique, mais ils évoluent quand même dans un sens positif. Pour l'instant, il se passe rien, mais on revient sur la moyenne mobile. Et cette fois, au moins, on a tenu la moyenne mobile des 50 jours, contrairement à pas mal de titres sur le marché suisse cette semaine. Donc pour l'instant, support au niveau des 210 sur Sika, qui continue d'essayer d'évoluer dans le sens positif. Les indicateurs sont plutôt encourageants à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je dois vous avouer que c'est pas une ambiance de folie non plus, un peu à l'image de l'entièreté du SMI. On passe au en vrac de la semaine. Alors Zender se muscle et rachète les actifs commerciaux du norvégien Airthings, ventilation stratégique. Swissquote Davis, UBS est passé de neutre à sell, objectif maintenu à 410. On n'est plus très loin. Pitch Property lève 120 millions via une ligne de crédit allemande sur 5 ans. Partners Group s'offre MPM Product, la nourriture pour chat, et installe un QG régional à Abu Dhabi. Orior lance un plan de redressement massif. Pas de levée de fonds prévue, mais il faut pas trop rêver. Retour à la normale, pas avant 2026. Pirar Mobility respire. La justice autrichienne valide la restructuration de KTM. Les créanciers récupèrent 30% de leur billes. TX Group dit bye-bye au papier. 20 minutes devient 100% digital. 80 postes menacés. Print is dead. Pas plus surprenant que le départ du boss de Nestlé. Et chez GAM, Albert Saporta reprend la direction. Zumbul reste jusqu'à la fin décembre. Passation de pouvoir feutré. Implenia décroche un méga contrat nucléaire en Suède. Déchets radioactifs, mais chiffre d'affaires plutôt clean. Et puis on termine avec les upgrades et les downgrades de cette petite semaine
assez négative sur la Suisse. ABB est rétrogradé par Kepler de buy à hold, objectif inchangé à 50 balles. Prévision EBITDA revue légèrement à la hausse, mais le titre est déjà bien valorisé selon l'analyste. Et puis Schindler descend d'un étage chez Morgan Stanley de equal weight à underweight, objectif 266 maintenu. Le marché chinois stagne, la reprise n'arrive pas et l'analyste a le vertige pour l'instant. Holcim bétonne son futur, Octavian relève son objectif de 105 à 120, confirme le buy, séparation d'Amrise, tournant stratégique plus qu'un simple spin-off, c'est la fondation d'un nouveau modèle. Bachem explose après une note de Berenberg, buy, objectif 73, croissance attendue plus 27% par année, peptides et oligo au menu des investisseurs. Et Kouros est recommandé à l'achat par Kepler, le marché adore et le titre explose cette semaine. Et puis maintenant, la semaine qui nous attend à nouveau sous le signe de l'incertitude, la guerre, le pétrole, Trump et Powell qui va parler 2 fois, une fois pour ceux qui écoutent et une seconde fois pour ceux qui n'ont pas compris la première, ça sera mardi et mercredi, et il y aura aussi une avalanche de PMIs, le PIB américain et le fameux chiffre du PCE, le chiffre de l'inflation préféré des membres de la Fed. Entre Trump qui souffle sur les braises, Powell qui médite en silence et les marchés qui ont la tremblote, eh ben on a connu des semaines bien plus calmes. Mais bon, c'est 2025, la paix, la stabilité et la logique, c'est plus vraiment au programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir pour la prochaine qui sortira mardi matin, puisque je vous rappelle que lundi matin, je ne suis pas là. Merci à tous et à la semaine prochaine si le pétrole n'a pas triplé. Et d'ici là, très bon week-end, profitez bien des barbecues. Bye bye!